Juste quand même quelque chose. Est-ce qu'on peut concevoir quand même qu'à un certain moment, le monde blanc a eu une supériorité, disons, technologique, je ne dis pas civilisationnelle, je dis technique, technologique, technocratique, tout ce que vous voulez, sur le reste des autres, sur les autres? Mais ça, je vais vous expliquer quelque chose. Attendez, c'est oui ou non? Non, mais je vais vous expliquer quelque chose. Au départ, le monde noir a eu une supériorité sur le monde blanc. Mais quand le monde noir a eu la supériorité sur le monde blanc, c'est-à-dire que nous avons vaincu les peuples blancs au combat, et nous avons mis sur des stèles l'organe génital féminin. Lisez les annales de l'histoire de l'Europe. L'organe génital féminin, ça veut dire quoi? Pharaon dit, lorsque j'ai affronté un peuple qui s'est défendu comme un homme, je mets les organes génitaux masculins. Ça veut dire que j'ai eu affaire à des gens qui sont venus majeurs. Mais quand je mets des organes génitaux féminins, ce sont des gens qui sont partis en courant. Et j'ai dû courir après eux pour arriver à les battre. Vous voyez? Donc les traces, le fameux peuple européen qu'on appelle les traces, dont on a eu la grande exposition, les peuples nordiques et compagnie, ont été confrontés à Pharaon. Je pense à Sésostris III, notamment. Vous voyez, les Toutmoussis et Sésostris III, qui les ont vaincus. Mais il n'y avait pas la volonté d'exploiter l'Europe pour un fonctionnement économique. Quelle était la démarche? De faire régner la paix. Lisez les annales, tout simplement, les peuples se coalisaient pour venir attaquer le continent africain. Donc il fallait tuer dans le... Non, mais je vous explique. Vous n'allez pas nous faire croire que l'Afrique était un paradis, que les gens ne se battaient pas entre eux, que les tribus ne se combattaient pas, qu'il n'y avait pas de captifs, qu'il n'y avait pas de guerre. Je vais vous dire une chose. C'était le lot de tous les continents à l'époque. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire pourquoi cette démarche est fondamentalement fausse. Et c'est une escroquerie intellectuelle. Parce que quand vous descendez dans l'histoire de l'Europe, on vous dit que la démarche des peuples qui s'agressaient, c'est justement la prédation culturelle, qui fait que les langues du terroir disparaissent et les cultures disparaissent pour une culture et une langue commune. Et après, on vient vous dire qu'en Afrique, il y a 125 000 ethnies et 125 000 cultures. Donc on voit bien que la démarche historiographique de l'Europe ne peut pas être appliquée à l'Afrique parce qu'on n'a pas le même résultat. Chaque peuple, quand vous êtes face à un Africain, il dit « dans mon ethnie, je m'appelle un tel ». Dans mon ethnie, est-ce que vous connaissez un Européen qui dit « dans mon ethnie, je m'appelle un tel » ? C'est-à-dire qu'il a un nom qui est le nom de la nation, qui descend des Grecs et des Romains. Il n'y avait pas de guerre entre Africains. Je vous dis simplement qu'à un moment, il faut être sérieux quand on fait de l'histoire. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Parce que quand un Européen a un nom, nous savons très bien que ça descend. Mais je ne parle pas des Européens. Non, je vous dis une chose. Non, je vous dis une chose. Parce que voilà des gens qui se sont battus, sur lesquels la logique de la domination, de la prédation, a fait qu'ils portent tous des noms judéo-chrétiens. C'est-à-dire vous demandez à n'importe quel Européen, qu'il soit anglais, qu'il soit allemand, qu'il soit italien, il porte un nom judéo-chrétien. Vous arrêtez n'importe quel Africain, il vous dit dans mon ethnie, dans ma langue, mon nom a telle signification. Donc le schéma historiographique de peuples qui s'affrontent tous les jours, chaque fois que le jour se lève, qui a été celui de l'Europe, est inapplicable en Afrique. D'accord. Voilà le fond du problème. Donc je ne dis pas, non, c'est-à-dire que là je suis obligé de me fâcher, parce que je n'aime pas quand on raconte n'importe quoi. Je ne dis pas que les peuples africains ne se sont pas affrontés. Ce qui est fondamentalement faux, puisque la dynamique de l'histoire est la même. Mais la nature de l'affrontement, qui est toujours l'affrontement sanglant, tel que nous l'avons connu en Europe, est inapplicable en Afrique noire. On a bien vu, par exemple, dans la démarche de l'Afrique du Sud, que c'est Shaka Zulu qui a introduit la démarche même de la sagaie et vraiment de l'affrontement du corps à corps, véritablement, chose qui était inconnue dans les traditions de bataille d'Afrique du Sud. On a vu beaucoup d'explorateurs, par exemple, arabes, quand ils sont venus dans l'Empire du Mali, au XIIIe siècle, XIIe siècle, XIe siècle, ces gens ont dit « Mais il règne une paix extraordinaire dans tout l'Empire du Mali. On peut laisser tomber son or, on peut revenir 10 ans après, vous avez quelqu'un qui a ramassé l'or et qui vous le donne. » Alors que tout le monde sait qu'à l'époque, le roi de France ne pouvait pas sortir de chez lui, aller faire des courses en face et revenir sans être attaqué. Vous êtes toujours en train de comparer l'Europe. Mais on est obligé de comparer. Parce que je vais vous dire pourquoi je compare. Non, je vais vous dire pourquoi je compare. Parce que l'Européen prend un schéma historiographique de l'Europe qu'il veut appliquer aux pays du Sud. Je dis que, compte tenu du fait que le résultat que nous avons aujourd'hui n'est pas le même, la démarche historiographique ne peut pas être la même parce que ça relève de l'escroquerie intellectuelle. Voilà le fond du problème. Par contre, je reconnais... je reconnais qu'au moment où les Européens sont arrivés, donc 15e siècle, 16e siècle, nous étions arrivés au stade des empires. Et les empires s'affrontaient. Vous voyez ? Donc cet affrontement des empires allait donner véritablement les entités étatiques. Parce que la démarche de la première, je dirais, civilisation, qui est le clan,
et qui va donner la communauté villageoise quand les clans vont se regrouper, et de la communauté villageoise quand les villages vont se regrouper, ça va donner la grande ville, ça va donner ensuite le royaume, les royaumes vont se regrouper, ça va donner les grands empires. Vous voyez, on était au stade des grands empires, et nous étions au dernier stade de l'affrontement des grands empires. Vous voyez, et c'est à ce moment-là que des petits clans, des petites communautés villageoises, des petites ethnies, qui étaient déjà vaincus et qui avaient déjà accepté la domination du grand royaume, et qui étaient déjà rentrés dans la logique de fonctionnement. Qui étaient déjà vaincus, donc il y avait eu des guerres. Mais oui, mais c'est-à-dire que... je vais vous dire une chose. Les guerres, telles que nous les voyons en Europe, n'avaient pas la même nature dans le Sud. Je vais vous prendre pas les gens. Non, je vais vous dire une chose. Non, je vais vous expliquer quelque chose. Non, parce que vous voyez des fois des films chinois où le roi de telle région est invité par le roi de telle autre région à prendre le thé. Le thé qu'ils prennent, c'est la guerre qu'ils sont en train de mener. Et ça se déroule selon un rituel. Le premier qui faute au rituel a perdu. Et ils ne discutent même pas. C'est-à-dire à travers une tasse de thé. C'était des guerres pacifiques en Afrique. Mais c'est-à-dire que la notion de guerre, qui est issue des peuples nomades patriarcaux, ne peut pas s'expliquer et ne peut pas être... On ne peut pas prendre des notions qui sont valables dans une culture et les appliquer telles quelles dans une autre culture. Ce que je vous demande, est-ce qu'il y avait des guerres en Afrique? Il y avait des guerres en Afrique. Et vous pensez que la guerre, c'était aller prendre le thé l'un chez l'autre? Moi, je vous dis une chose, relisez les annales africaines, vous allez être très surpris. Parce que nous avons été formés à l'école de Jules Ferry, nous sommes mono dans notre façon de voir. L'Afrique, et je ne dis pas l'Afrique, les pays du Sud en général, nous demandent tout simplement à revoir notre jugement. Parce que, premièrement, le résultat n'est pas le même, la démarche n'est pas le même, et le cadre culturel n'est pas le même. Quand on a affaire à un cadre culturel qui n'est pas le même, le fonctionnement de l'histoire n'est pas le même. Non, mais c'est vrai que les Écossais ne se battaient pas comme les Français. Je veux dire, on ne se bat pas forcément de la même façon. Mais la guerre, c'est la guerre. Il y avait bien des guerres en Afrique, entre les ethnies, entre les tribus, entre les rois, entre les royaumes, entre les empires. Oui ou non? Je vais vous expliquer encore quelque chose. L'Afrique est un continent qui est quand même sérieusement un peu plus grand que toute la communauté européenne réunie. Lorsque deux frères voulaient monter sur le trône, eh bien, la plupart du temps, le frère prenait sa cour et allait 200 km plus loin. Et il s'installait 200 km plus loin. Comme ça, il y avait le premier frère qui succédait à son père, le deuxième qui voulait succéder à son royaume, il allait 200 mètres plus loin. Et ce mouvement-là, vous voyez, qu'on retrouve dans beaucoup de traditions africaines, c'est justement pour éviter la guerre. Parce que toutes les stratégies... Ça existait aussi en Europe, c'est-à-dire l'aîné héritait et le cadet partait. Mais est-ce qu'il allait fonder son royaume? Oui, il avait fondé dans les colonies, ça c'est autre chose, mais il partait aussi. Il avait fondé dans les colonies. Non, ceci dit, sur la base des principes, l'Afrique a eu des grandes armées. Il y a eu tout ce qu'on a connu, c'est-à-dire la chevalerie africaine avec le Moronaba, avec les gilets à côte de maille. Bon. Quand Soundiata Keita a fondé l'Empire du Mali, c'est dans une grande guerre face à Soumaoro Kanté. Donc on est d'accord, voilà. Il y avait des guerres. C'est-à-dire qu'il y avait des guerres avec des chevaliers, gilets à côte de maille, il y avait tout ça. Voilà. Mais à partir du moment où, vous voyez, il y avait la constitution du royaume et qu'il y avait le jeu culturel qui jouait, parce que c'est pas, je dirais, le royaume conquis n'était pas dominé par le royaume vainqueur. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des conditions, tout simplement, d'intégration de ce royaume dans le royaume vainqueur. Et même l'armée du royaume vainqueur continuait à siéger toujours au même endroit, mais rentrait dans le cadre de la défense du grand royaume. C'est-à-dire que les fonctionnements culturels... Et pourtant, vous savez, beaucoup de Français l'ont noté. Hein. Moi, je pense à des gens tels que Liliane Crété, Serge Dager, ces auteurs-là, qui ont analysé la dynamique. Eux-mêmes ont reconnu qu'on ne peut pas appliquer le schéma historique de l'Europe à l'Afrique noire. Parce qu'il y a quand même le trait culturel qui fait que le schéma de l'histoire est différent. Mais sur les grands principes, c'est-à-dire faire la guerre et compagnie, naturellement, il y a eu des guerres. Naturellement, il y a eu des guerres parce qu'il y a eu des rivalités. Mais il y a eu des guerres, je dirais, aussi dans la dynamique qu'on a vue aussi en Europe, c'est-à-dire avec des chevaliers, avec des gilets à côte de maille, avec tout cet apparat-là qu'on ne montre pas non plus aux jeunes générations aujourd'hui. Mais des guerres de conflits, d'intérêt sur des choses précises. Par exemple, vous aviez cette avancée de l'arabe, de la culture musulmane, la pratique de l'esclavage qui était défendue par Soumaoro Kanté par rapport à Soundiata Keita qui voulait mettre un terme à tout ça. Donc comme il n'y avait pas de possibilité de conciliation, ça a donné lieu à une grande guerre. Et l'affrontement a eu lieu dans la plaine de Kirina.
Et ça a été la défaite totale de l'armée de Soumaoro Kanté, qui a été poursuivie d'ailleurs dans les montagnes par Soundiata Keïta. Et après, qu'est-ce qu'a fait Soundiata Keïta? Il a fondé l'Empire du Mali. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il crée la Déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire, il dit voilà la constitution sur laquelle va fonctionner donc ce royaume. Et dans cette constitution, il a mis un terme à tout fonctionnement inhumain tel que l'esclavage et compagnie. Donc c'est de là que c'est intéressant parce qu'on a des matériaux historiques qui nous permettent véritablement de voir ce qu'a été la réalité de cette histoire africaine. Voyez. Mais l'histoire africaine ne s'explique pas simplement par des guerres. Ça s'explique aussi par des mouvements, je dirais, d'hommes qui ont voulu créer des villes, qui ont voulu donner à cette ville-là une fonctionnalité. Vous avez des villes plutôt commerçantes, vous avez des villes qui étaient plutôt des villes universitaires, telles que Tombouctou, voyez, donc où il y avait beaucoup d'écoles, beaucoup de savoirs qui étaient transmis. Les gens venaient de partout d'ailleurs, même d'Arabie, pour pouvoir recevoir des enseignements là-bas. Ce que je veux dire par là, c'est que le moment de cette rencontre entre l'Europe et l'Afrique a fait que, en dépit de tout l'armement donc que l'Afrique disposait à l'époque, il y a une donnée qu'il ne faut pas oublier, c'est véritablement le fusil et le canon. Là, dans tous les confrontations à armes égales, rares sont les fois où l'Afrique a perdu, mais dans cette confrontation-là, à armes inégales, bon, là, il faut quand même admettre que la supériorité nordique s'est imposée, pas seulement à l'Afrique, à tous les pays du Nord. D'accord. C'est ça. Et c'est de là que le monde est parti dans un projet économique, c'est-à-dire qu'une exploitation de l'homme par l'homme. Et pour pouvoir arriver à le faire, il a fallu sortir une classe d'hommes du champ des humains. C'est là qu'on arrive à la problématique des biens meubles. Pourquoi? Parce qu'on voulait tout simplement affecter à ces ouvriers, entre guillemets, enfin à ce cheptel humain, des qualificatifs qui pouvaient être utilisables dans le cadre du droit. La raison pour laquelle on a fait les captifs rentrés en tant que bien meuble, c'est tout simplement pour pouvoir l'utiliser dans le cadre d'un cadre légal, c'est-à-dire dans un cadre de bien de consommation, un bien qu'on possède, qu'on peut vendre et acheter. Et c'est pour ça qu'ils ont été transformés en bien meuble, vous voyez, pour répondre, si vous voulez, aux impératifs du droit. Mais à partir du moment où le rapport de force a été, je dirais, même sur les plantations, parce que l'esclavage c'est un jeu de rapport de force incessant. À partir du moment où le rapport de force a été rééquilibré, on le voit avec Haïti, eh bien, il y a eu la possibilité de gagner. Et c'est finalement ce qui s'est passé en Haïti, c'est-à-dire une victoire éclatante donc d'anciens captifs, tout simplement parce qu'on a renversé le principe du rapport de force. Comment vous pouvez dire, attendez, est-ce que pendant le Moyen-Âge, en Europe, il y avait l'exploitation de l'homme par l'homme? Oui, il y avait le servage. Bien sûr, je veux dire, donc on ne pouvait pas lier l'exploitation de l'homme par l'homme à la rencontre entre l'Afrique et l'Europe. Je peux même dire que depuis tout le temps, il y a eu l'exploitation de l'homme par l'homme. Oui, non, c'est-à-dire que ça, c'est valable pour les pays nordiques. On ne peut pas l'appliquer pour les pays du Sud parce que l'environnement culturel est totalement différent. Alors, attendez, je vous pose juste une question. Revenons en Amérique du Sud, par exemple, avec les conquistadors. Comment pouvez-vous expliquer que si peu d'hommes, même avec leurs armes, mais des armes qui étaient défavorisées par la végétation, difficile de traîner un canon dans l'Amazonie. Bon. Comment si peu d'hommes ont pu conquérir de si grands pays habités par tant de gens, les Incas, les Mayas, etc. Si ces civilisations elles-mêmes n'étaient pas en difficulté, n'avaient pas un problème, quoi, je veux dire. Si tout le monde était heureux dans ces civilisations, comment est-ce que ces étrangers arrivés là, on peut les conquérir si facilement? Alors, ça, c'est la version de l'histoire des Européens. Non, je vous pose la question. Parce que c'est une question que les jeunes Africains, les jeunes Martiniquais, les jeunes Guadeloupéens qui sont actuellement en France, à qui vous vous adressez, ils se posent toutes les questions que je vous pose. Comment est-ce qu'on a été si grand, si pharaonique, etc., et qu'aujourd'hui, ils nous dominent comme ils nous dominent là? C'est la question qu'ils sont en train de se poser. Non, mais c'est-à-dire que la première chose qu'il faut dire aux gens, c'est que la Grèce a existé. Ça a été une grande civilisation. Il n'en demeure pas moins que la Grèce s'est effondrée. La Rome antique a existé. C'est-à-dire, la vie de toute civilisation, c'est naître, grandir et disparaître. Je dirais, c'est valable pour le Nord comme pour le Sud. Donc il n'y a pas de choses extraordinaires là-dessus. Par contre, la chose qui s'est produite, c'est qu'au moment où l'Europe part, parce qu'il y avait les Vikings avant. Les Vikings avant partaient avec le bouclier, l'épée. Ils n'ont pas détruit les civilisations comme les Européens après sont partis avec la poudre à canon et le canon. C'est-à-dire vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de poudre à canon et canon, plus la ruse, c'est véritablement... Mais bon, pour expliquer les faits, vous savez, il faut comprendre une chose. L'Européen a envoyé d'abord des explorateurs qui n'étaient pas des explorateurs, c'était des espions.
Donc ces gens sont partis espionner le fonctionnement de populations, et ces populations ont fait confiance en accueillant un étranger qui vient nous voir, on lui rend visite, on lui fait découvrir le royaume. Et cet étranger qui est là, qui se fait passer pour quelqu'un qui est venu très loin à la rencontre de peuples, a un petit calepin dans lequel il note la mine de diamants est par là, la mine d'or est là. Bon, ces gens ont 35 épées, ils ont 40 flèches, ils ont 35 arcs. Bon, les guerriers s'entraînent à tel endroit, à telle heure. Le gars, il note. Bon. Et quand il transmet son rapport aux autres, ils connaissent déjà tout le fonctionnement militaire de l'État qu'ils vont agresser. Donc quand ils arrivent, c'est en fonction de notes et d'informations qui ont été données par un espion. L'Europe a toujours fonctionné comme ça. On envoie d'abord quelqu'un espionner, et quand ces personnes déboulent sur vous, ils connaissent tout votre fonctionnement. C'est formidable. Et même les Arabes ont joué le même jeu. Ils sont formidables, ils fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire, c'est pas une question d'aspect formidable. C'est-à-dire que... C'est la stratégie quand même. Mais l'Égypte antique a fonctionné comme ça. Si l'Égypte antique a pu durer aussi longtemps, je tiens quand même à rappeler que le mot espion est un mot égyptien. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment, même l'Éthiopie, rappelez-vous l'Éthiopie, quand les Romains ont envoyé des ambassadeurs au roi éthiopien, le roi éthiopien a dit, ah bon, donc vous êtes venu me faire quoi? Vous êtes venu m'apporter des cadeaux d'un roi, et demain vous allez faire quoi? Visiter mes installations militaires, vous venez m'attaquer? Il les a pris, il les a attachés, il a dit, dehors. Voyez? Et c'est pour ça que quand ils sont venus pour attaquer l'Éthiopie, c'était un petit peu plus compliqué. Ils ont échoué parce que les informations dont ils avaient besoin, le roi d'Éthiopie ne leur a pas donné. Voyez? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a une démarche qui est toujours la même, qui est la démarche de l'espionnage. Vous accueillez quelqu'un, vous pensez que c'est un ami, alors qu'en fait c'est un ennemi qui va vous poignarder dans le dos demain. Bon. Mais cette personne ne vient pas vous poser n'importe quelle question. Il faut toujours faire très attention à la nature des questions que cette personne vous pose. Cette personne vient toujours enquêter sur ce que vous faites, sur la façon dont vous faites les choses. Parce que vous êtes en train de perdre votre savoir-faire et votre originalité à partir du moment où vous répondez à sa question. Et ça, c'est encore valable aujourd'hui. Ce n'est pas des choses qui sont valables pour hier, c'est encore valable aujourd'hui. Il faut faire très attention à un certain nombre de choses. Parce que les gens sont toujours les mêmes. Et la nature du problème est toujours la même. Voyez? Et ce qui s'est passé, c'est que quand ces gens sont arrivés, je prends par exemple le cas de l'Amérique du Sud, ils avaient déjà compris donc, un certain nombre de fonctionnements. Ils ont vu que le roi, c'était l'entité spirituelle du peuple. C'est-à-dire le peuple ne se concevait pas en dehors du roi. Qui quand même exploitait allègrement son peuple. On ne peut pas dire ça comme ça. Ah. On ne peut pas le dire comme ça. On ne peut pas le dire comme ça parce qu'il faut voir l'environnement culturel. Vous savez, un peuple peut être exploité et accepter une exploitation. Les serfs aussi acceptaient, je veux dire, ils ne se révoltaient pas tous les jours. Les serfs se plaignaient. Mais les autres aussi, je veux dire. Je dirais, sur quelle base, sur quel texte on se base pour dire ça? Vous imaginez que c'était là aussi des civilisations idylliques. Non, moi, je ne parle pas de civilisation idyllique. Quand le roi mourait, qu'il fallait enterrer en même temps son épouse. Mais les gens étaient contents d'y aller. D'accord. Okay. Mais attendez, mais vous pensez que la jeune femme de 20 ans qui va devoir être enterrée vivante... Mais vous regardez ça par rapport au regard de l'Européen? Non, pas par rapport... La preuve, c'est que quand les Européens sont arrivés, ils leur ont dit, mais non, c'est pas la peine de vous enterrer avec votre mari. Vous croyez que ça ne lui a pas fait plaisir à cette femme, à votre avis? Mais honnêtement, à votre avis. Je crois que le regard qu'on porte sur certaines cultures, ce regard a été complètement vicié par le regard de l'Européen. Vous savez quoi? Il y a une nature humaine qui a par définition peur de la mort, donc de quelque religion que ce soit. Non, ça c'est le discours de l'Européen sur la nature de la mort. On n'a pas peur de la mort dans quelques civilisations que ce soit. La civilisation africaine a eu peur de la mort quand? Oui, tout le temps. On a toujours. C'est instinctif d'avoir peur de la mort. Mais c'est l'Européen qui dit. Non, c'est instinctif. Si vous n'avez pas peur de la mort, vous ne vivez pas. Non, donc, je pense tout le monde a peur de la mort. Non, je pense que on peut surmonter la peur. Essayer de la surmonter, mais on en a peur. Non, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que l'art d'enterrer quelqu'un en Europe, ça vient de l'Afrique? Les Européens l'ont dit clairement. Il y a des rois africains qui sont venus leur apprendre les rites de l'enterrement. Vous voyez? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le regard que l'occidental a sur la mort, sans compter tous ces regards guerriers qui disent que quand tu meurs au combat, tu vas directement au paradis auprès de Dieu à l'époque des peuples nordiques, les Vikings, compagnie, n'est pas le même regard que les gens du Sud ont sur la mort. Parce que pour le pays, je vous dis par exemple, en langue africaine, il y a le mot mort n'existe pas. Il y a les vivants et les vivants. On est vivant physiquement, on est vivant spirituellement, mais on est toujours vivant. Vous voyez, il y a pas le mot mort tel que dans le sens de mort n'existe pas. On est vivant matériellement, on est vivant spirituellement, mais on est toujours vivant.
Vous voyez? Donc il n'y a pas cette notion de disparition totale. C'est-à-dire la personne, on ne la voit pas, mais on sait qu'elle est là. Et les contacts avec cette personne sont toujours des contacts opérationnels. Est-ce que vous voyez? Et donc, je dirais, le regard qui est porté par les pays du Sud, il faut aller aux côtés de ces populations, comprendre leur culture pour comprendre que le regard qu'a l'Europe sur une chose n'est pas universel. Il n'y a pas l'universalité du point de vue européen. C'est faux. C'est une invention de l'Europe. Sur ça, mais il y a une nature humaine. Il y a une nature humaine, qu'elle soit européenne, française. Il y a une nature humaine. Qui a peur de la mort. C'est pour ça que... Comment non? Je veux dire, si vous n'avez pas peur de la mort, vous ne vivez pas, puisque c'est justement cette peur de la mort qui vous préserve. Vous avez peur de vous blesser, vous avez peur de tomber, vous avez peur de ceci. Comment vous faites pour imaginer que les peuples asiatiques ont inventé le harakiri? Oui. Non, le gars, il y a un code d'honneur. Oui, il sait qu'il a enfreint le code d'honneur. Est-ce qu'il a peur de mourir? On lui donne une épée et tout le monde s'en va. On lui dit, on n'a même pas besoin de te tuer. Comme tu sais que ce que tu as fait dans le cadre de notre société n'est pas bien. Et vous pensez qu'il était content de se tuer, le gars? Mais le gars, mais c'est son honneur. Non, il le faisait, mais il était content de le faire. Mais c'est son honneur qui sauve. On est mais vous oubliez le cadre culturel. Non, mais s'il ne le fait pas, je vais vous dire une chose. Déjà, premièrement, il a enfreint l'honneur même de sa civilisation. Deuxièmement, s'il ne se tue pas, il enfreint une deuxième fois l'honneur. Vous êtes bien d'accord que c'est une sanction, le fait de l'obliger à se tuer. Mais il le fait pour laver son honneur. Oui, mais c'est une sanction. C'est une sanction, mais il le fait pour laver son honneur. Mais il le fait allègrement. Il le fait allègrement. Regardez des samouraïs. Attendez. Regardez des samouraïs. Vous avez des samouraïs qui sont au combat, qui sont blessés. Le combat était important. Le samouraï, il dit non, il faut me tuer. Parce que dans cette bataille-là, je ne peux pas sortir vivant. Il faut me tuer. On a le code de l'honneur. Et le gars, quand vous le tuez, il est fier de mourir là. C'est-à-dire, c'est pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Oui. Il faut pas. Mais il n'était pas content d'être blessé. Hein. Mais il faisait tout pour ne pas être blessé et mourir. Hein. Il faisait tout pour gagner la guerre. Le fait d'être blessé, c'est pas son problème. Il faisait tout pour gagner. Mais quand il a vu, je dirais qu'il a perdu ou je dirais les choses se sont un peu mal passées, il dit mais non, moi je ne peux pas sortir vivant de là parce que là nous sommes dans un cadre culturel. Oui, et quand la personne vient pour le tuer, le gars il est content. Il dit merci. Il dit merci. Il dit pas, oh là, pourquoi tu m'as fait ça? Il dit merci. Et il sait très bien qui est-ce qu'il appelle pour le tuer. Vous voyez? Il n'appelle pas n'importe qui. Il sait très bien qui est-ce qu'il appelle. Parce que tout ça, ça fait partie de la culture. Attention, je tiens à dire, l'Européen qui part en courant devant la mort, c'est pas le cas de tout le monde. Dans les pays du Sud. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Mais non, parce que je vous résume votre point de vue. Attendez, non. Les chevaliers qui faisaient des tournois avaient aussi un code d'honneur, quoi, je veux dire. Donc, toutes les civilisations ont aussi des codes d'honneur. Ce qui me gêne un peu dans votre discours, c'est ce fondamentalisme, cet extrémisme. Vous avez donné l'impression d'être complètement anti-européen, comme s'il n'y avait rien de positif chez les Européens et que tout était positif chez les autres. Je suis content que vous abordiez cette thématique-là, je dirais avec cette franchise-là, parce qu'il faut comprendre quelle est la nature de ma démarche. Vous savez, moi je suis afrocentriste. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes martiniquais ou Je suis afrocentriste. Vous êtes guadeloupéen? Je suis les deux, pour résumer. Mais je suis afrocentriste. Donc je vais vous expliquer une chose. Je suis afrocentriste. Qu'est-ce que l'afrocentricité? L'afrocentricité est une philosophie qui a été élaborée par le professeur Molefi Keita-Santé des États-Unis, qui dit que le point de vue européen ne saurait être un point de vue universel. Le point de vue européen émane de l'expérience des Européens. Mais il y a autant de points de vue qu'il y a de peuples. Parce que chaque peuple a son expérience de l'histoire et de sa culture. Donc, de la même façon qu'on ne va pas prendre l'expérience des Fans pour rendre cette expérience des Fans universelle sur le peuple nordique, puisque nous considérons que l'histoire des Fans, la langue des Fans, la culture des Fans est, je dirais, à son essence même par rapport à l'essence du peuple scandinave, nous disons simplement que la beauté de l'humanité, c'est de voir quel était le regard que les Scandinaves portaient sur la mort, par rapport au regard que les Fans portaient sur la mort. Et c'est dans cette originalité entre les Scandinaves et les Fans qu'on voit la beauté et la diversité de l'humanité. Mais s'il s'agit de prendre le point de vue des Scandinaves et de l'appliquer sur les Fans, nous sommes obligés de dire non. Parce que les Fans n'ont pas vécu dans la même latitude, les mêmes conditions climatiques que les Scandinaves. Donc le regard, il est différent. Je comprends que les sensations humaines soient des sensations et des ressentis identiques, mais il y a l'enrobage de la culture qui modifie la pensée et le comportement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc c'est à partir de là que nous sommes obligés d'admettre, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Vous savez, une fois, j'ai demandé à un organisme de m'offrir la possibilité de voir comment les peuples, quel était le regard
des peuples du Nord et des peuples du Sud par rapport à l'eau. Parce que je voulais simplement faire comprendre à un certain nombre de personnes que le regard que l'Anglais a sur l'eau ne peut pas être comparé au regard que le Maasai a sur l'eau. Parce qu'il a une façon de voir l'eau qui n'est pas le regard de l'Anglais. Le Russe va voir l'eau d'une façon totalement différente par rapport à une population sud-américaine. Mais le fait de faire un symposium autour de l'eau, vous imaginez, on fait des symposiums autour de l'eau et c'est toujours le point de vue européen sur l'eau qui prédomine. C'est une molécule de ci, une molécule de ça. Non, pourquoi on ne fait pas un symposium sur la perception qu'ont un certain nombre de peuples sur l'eau? Et vous allez découvrir des choses extraordinaires. Parce que pour vous, l'eau, c'est une matière, pour des peuples, ça peut être une matière solide. Alors comment expliquer pour nous c'est une matière liquide, pour d'autres peuples c'est une matière solide? Donc ça veut dire qu'il y a un enrobage culturel, il y a une histoire derrière tout ça. Et c'est ça qui fait la beauté de la diversité de l'humanité. Mais on veut uniformiser, on veut partir dans la mondialisation. Vous savez, la mondialisation, c'est très dangereux parce qu'on met une technostructure européenne, occidentale, en disant voilà, on va uniformiser sur le paradigme occidental. Non, il y a autant de paradigmes qu'il y a de peuples. Et chaque peuple a le droit d'avoir son paradigme. Vous voyez? Et ça, c'est important parce que chaque peuple a le droit à la culture, chaque peuple a le droit à la défense de son patrimoine, et on ne peut pas... Est-ce que vous portez parfois des jugements sur telle ou telle culture? Non. Non, toutes les cultures sont égales, il n'y a pas... C'est-à-dire que chaque culture répond à un projet civilisationnel. La seule chose que je demande aux uns aux autres, c'est de revenir à la raison et de se comporter comme des adultes. Ça veut dire quoi, se comporter? Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser, je vais vous dire une chose qui est très simple, on ne peut pas dire tous les jours qu'on a des armes de destruction massive sans avoir de livre de sagesse. Parce qu'il faut avoir un niveau de sagesse qui correspond au niveau d'armement qu'on a. Quand ce n'est pas le cas, on est criminel. Une civilisation où, par exemple, les femmes n'ont pas le droit de choisir son mari, est-ce que ça vous paraît quelque chose de positif? Alors ça, je dirais, il y a des traits culturels qui sont des traits particuliers. Il y a un parcours que font les peuples à travers l'humanité, qui est aussi un parcours assez particulier. Vous savez, les Européens, ce sont des petits farceurs. Les femmes ont eu le droit de vote il n'y a pas si longtemps. Oui, que vous revenez encore sur les Européens. Mais non, mais c'est parce que fixation. Je ne vous parle pas des Européens. Non, mais c'est pas ça. C'est pas une question de fixation, parce que il y a toujours ce regard de l'Europe sur le comportement culturel. Mais non, je vous demande à vous, vous êtes un homme là, monsieur. Moi, je dis simplement, que chaque peuple met dans son sein, je dirais, les luttes qu'il faut. Je vous demande, vous, si vous êtes partisan d'une civilisation où la femme n'a pas le droit de choisir son mari et est mariée à l'âge de 13 ans. Non. Avec un homme. Définitivement voilà, c'est ce que je vous demande. Moi, je vous dis définitivement non. Définitivement non. Parce que, je dirais, nous sommes issus d'une tradition où ce genre de choses n'existait pas. Je vais vous dire une chose. Non, je vais vous dire une chose parce que la question que vous posez elle est importante. Vous savez, en Afrique, il y a des jours où, il y a des moments dans l'année où on fait venir donc les jeunes garçons qui sont en âge de se marier et durant toute la journée. J'aime pas que vous dites en Afrique. Parce que c'est un pays d'Afrique, c'est une région d'Afrique. L'Afrique, c'est pas l'Afrique est très diverse, je veux dire. Elle est très diverse, mais il y a des traits culturels qu'on retrouve dans non, ça, c'est pas forcément partout, ce que vous dites là. En tout cas, je vais vous dire une chose. Dans la région de l'Est, vous avez une journée qui est consacrée aux jeunes hommes qui orchestrent totalement la journée. Le lendemain, la journée elle est orchestrée directement par les jeunes femmes. Donc totalement par les jeunes femmes. Et ça permet aux uns aux autres de se rencontrer. Et c'est la femme qui va choisir son mari. Et quand elle a choisi son mari, donc elle va le pointer par l'index et on va lui mettre la bague sur l'index. Tout simplement pour lui rappeler que c'est elle qui a fait ce choix, vous voyez, comparativement. Mais c'est vrai que c'est ça qui est beau dans l'humanité, c'est-à-dire c'est d'avoir des réponses différentes. Mais est-ce que vous reconnaissez le droit, vous, tel que vous êtes là aujourd'hui, avec le niveau actuel de développement, vous êtes ou de non-développement, peu importe le niveau, est-ce que vous reconnaissez le droit de regarder des pratiques de certains peuples, de certaines personnes, et de dire c'est dommage, c'est pas bon? Est-ce que vous reconnaissez le droit de dire ça et de faire ça? C'est l'objectivité qu'il faut conserver. Il faut garder une certaine objectivité. C'est-à-dire que moi je vois que très souvent on pointe des pratiques négatives alors qu'il y a des pratiques qui sont très positives qui ne font jamais l'objet de discussion. Il faut rester objectif parce que vous savez, dans certaines civilisations il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses très bizarres qui ne peuvent s'expliquer que dans un cadre culturel. C'est vrai qu'on peut avoir envie de porter atteinte à la technostructure d'une civilisation en modifiant un peu son regard et son jugement, mais c'est-à-dire que quelque part on a un but qu'on poursuit. Parce que je ne vois pas pourquoi une femme qui serait voilée en Afghanistan, ça dérangerait quelqu'un qui fait les courses à Londres. Je dirais, où est l'intérêt de quelqu'un qui fait les courses à Londres de s'inquiéter d'une femme voilée en Afghanistan? Vous voyez, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que je me sens responsable de ce qui se passe dans le monde entier. Non. Il y a quand même des choses un petit peu plus sérieuses qui arrivent aux femmes à Londres que par rapport à la femme voilée en Afghanistan. Là, vous prenez